Voilà. Donc, je me présente, je suis Valérie Lopez, je suis conseillère VVA en Nouvelle-Aquitaine, mais plus précisément sur les 3 départements du Limousin. Donc, j'ai un peu partagé, mais enfin, le pilote est quand même Laure de ce projet-là. J'ai un peu travaillé avec elle sur ce projet, sur cet appel à innovation. Surtout vous remercier de participer à l'appel à innovation parce que c'est vraiment précieux pour VVA d'avoir des organismes de formation, des partenaires qui participent. C'est sur des sujets innovants. Et si on veut avancer sur ces sujets, si on va avoir de l'expérimentation, si on va avoir des enseignements pour déployer des formations sur ces thématiques, il faut qu'on travaille avec vous. Et donc, vraiment, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un sujet important sur notre priorité 5 qui est la digitalisation, qui est le sujet d'appel à innovation. Il y a ce volet de la donnée agricole qui est pas évidente, mais qui est quand même un enjeu fondamental pour les exploitations agricoles. Donc, on a voulu en faire un thème particulier et notamment une thématique pour ce webinaire. Donc, il y a bon, alors je crois qu'il y a une présentation qui est prévue d'Agdata Hub aussi, en plus. Qui viendra enrichir. On avait on avait 2 projets sur cette question de la data. Et a priori, il y a juste le projet de la FRQMA de Viviane qui est en cours. L'autre n'aura pas lieu dans les temps voulus. Très bien, merci, merci Valérie pour effectivement cette remise en contexte. Alors effectivement, notre sujet du jour, c'est vraiment la data. Et puis donc pour parler effectivement de ces data et de leurs enjeux, on a convié effectivement Laurie Bézinet, donc, qui est avec nous. Laurie qui est donc de la société Ag Data Hub et avec qui on va pouvoir échanger, comprendre sur justement ces questions de données, quels sont les échanges, dans quel contexte, le rôle aussi bien évidemment de Ag Data Hub. Et puis donc, elle va nous expliquer. Ag Data Hub, vous m'avez dit, Laurie, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans, qui est une entreprise privée, hein, avec des actionnaires justement qui composent sa gouvernance. Et on verra, on s'attardera sur cette question de la gouvernance parce que derrière la data, il y a toujours des questions de gouvernance et elles sont d'autant plus importantes aujourd'hui. Et donc, dites-nous qui est effectivement Ag Data Hub, et puis par la même occasion, présentez-vous dans vos activités, vous, Laurie, au sein de Ag Data Hub. Et je vous Oui, laisse la merci. main sur la présentation pour utiliser ce support. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je crois qu'il faut que vous arrêtiez le partage, voilà, pour que je puisse prendre la main. Merci. Donc, j'ai prévu quelques slides pour illustrer la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, moi, je suis chef produit chez Ag Data Hub depuis 2 ans et demi. Et je vais vous parler un petit peu des outils que propose Ag Data Hub pour encadrer et clarifier toute la gouvernance autour des échanges de données et histoire de permettre un maximum de confiance entre les acteurs, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Les échanges de données, ça peut paraître obscur pour tout le monde. Donc, voilà, nous, l'objectif, c'est de proposer des outils qui apportent la visibilité nécessaire pour favoriser les échanges, puisque une donnée toute seule dans son coin, elle a très peu de valeur. Par contre, elle va gagner en valeur, sa valeur ajoutée va arriver quand on va commencer à l'échanger et l'enrichir. Donc, ça va apporter des choses à tous les acteurs de la chaîne. Alors, du coup, je pense que c'est intéressant bon, bien évidemment, si on met les 2 mots à côté, données agricoles, pris indépendamment, chaque mot se comprend. Mais qu'est-ce que l'on entend quand on parle de données agricoles?
Alors, les données agricoles, je vais passer sur le premier schéma pour voir un petit peu ce cycle de la donnée agricole qui va en général partir d'un agriculteur, d'un exploitant agricole euh, qui va, dans le cadre de son activité professionnelle, générer des données donc données qui vont partir de l'exploitation agricole et qui vont être collectées par différents types d'outils. Ça peut être des objets connectés qui vont collecter la donnée de façon relativement automatisée, des capteurs dans une machine agricole, ou des robots, des objets connectés type capteur météo ou boucles connectées pour les animaux. On va avoir aussi des logiciels d'exploitation qui vont permettre à l'agriculteur de saisir les informations pour le suivi de son itinéraire technique, par exemple. Et après, on va avoir des outils du type satellite qui vont, pareil, collecter des données de façon relativement automatisée. Donc on est d'accord, Laurie, qu'au départ, ce sont effectivement des données collectées par on va dire, tous ces dispositifs-là, qui sont en premier lieu utilisés, exploités par l'exploitant agricole lui-même. Voilà, dans la mesure du possible, l'exploitant va y accéder, ce qui n'est pas toujours le cas, soit dit en passant, et il va pouvoir les utiliser dans son quotidien pour voilà, l'aider dans son travail, sachant que là, on parle de données relativement brutes que des services complémentaires peuvent aider à interpréter et améliorer. Donc, c'est là qu'on se retrouve je vais sauter des étapes volontairement. On va aller directement à l'étape du traitement. La donnée elle va être communiquée à ces acteurs qui vont lui apporter un traitement. Donc, ça peut être des startups qui proposent des outils complémentaires. Ça peut être des entreprises de services numériques ou éditeurs de logiciels divers avec peut-être des modèles d'intelligence artificielle, c'est assez à la mode en ce moment, ou des traitements de données avec ce qu'on appelle des OAD, hein, c'est un terme assez vaste pour décrire, qui veut dire outil d'aide à la décision. Et donc, tous ces outils sont alimentés par les données brutes qu'on a vues à l'étape de collecte et ils vont être passés dans des moulinettes diverses pour voilà, être amélioré, agrégé, pardon, comparé, etc. Ensuite, ces données, une fois qu'elles ont été traitées, elles vont pouvoir être mises à disposition pour des utilisations variées. Donc, des nouveaux services, j'ai évoqué le principe des OAD. Ça peut être de la traçabilité aussi au sein d'une filière, voire entre la filière et l'extérieur. Ça peut être des outils qui vont alimenter la recherche, les agro-industriels pour des questions de qualité peut-être, ou des chartes qualité. Le secteur public aussi, des statistiques, par exemple, générées par le gouvernement. Voilà, tout ça, c'est des exemples d'utilisation. Et cette utilisation, elle va être proposée soit à l'agriculteur lui-même, donc là, la boucle est bouclée, on est parti d'une donnée brute et on arrive à une donnée enrichie qui va aider le professionnel dans sa pratique. On peut aller aussi alimenter le travail d'un conseiller technique, d'un vétérinaire, d'une coopérative, ou on peut aller un cran plus loin et aller carrément jusqu'au consommateur avec des calculs de score nutritionnel peut-être, des chartes qualité. Voilà, ça peut être assez varié. Si on prend le premier cas de figure, on va dire l'utilisation du coup par l'agriculteur lui-même, on peut imaginer que ce soit justement des éléments de comparaison entre ses propres données et les données d'une zone géographique ou d'un type d'exploitation, par exemple.
Tout à fait. Des choses qui peuvent être très utiles aussi, c'est ces fameux outils d'aide à la décision. Donc, c'est un terme un peu global, mais qui peut couvrir par exemple des modèles maladies. Donc, la donnée d'un capteur connecté est traitée par un institut technique, par exemple, qui va en sortie indiquer le risque de rencontrer telle ou telle maladie, par exemple. Donc là, on voit bien les différentes étapes de cette donnée qui revient à l'agriculteur enrichie avec une notion très, très différente. On est parti d'une mesure d'humidité de l'air, par exemple, et on arrive à un risque de rencontrer une maladie fongique qui va permettre à l'agriculteur de savoir si c'est pertinent d'intervenir, de faire un traitement peut-être sur ses parcelles ou pas, d'économiser son, son activité. Voilà, ça c'est des exemples qui peuvent bien sûr être déclinés à l'infini selon chacun des acteurs, chacun des besoins, des filières. Voilà, on rencontre des nouveaux exemples tous les jours. Alors du coup, Agdata Hub se définit dans ce cycle comme un intermédiaire de données, un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, enfin là non plus. Qu'est-ce qu'on entend par effectivement intermédiaire de données? Et puis ça va nous amener forcément derrière votre activité à évoquer les enjeux qui sont les enjeux d'exploitation de ces données et en quoi vous êtes, vous, cet intermédiaire et en quoi vous jouez votre rôle vis-à-vis de ces enjeux. Tout à fait. Donc c'est là qu'on arrive à nos deux briques rouges. Parce qu'on a vu que voilà, la donnée pouvait circuler de façon de façon opaque parfois. L'objectif de Agdata Hub, via ces deux outils, AgriTrust et API Agro, c'est d'apporter de la sécurité tout en favorisant les échanges. Donc là, il y a un équilibre à trouver, une complémentarité à apporter pour que voilà, la donnée puisse être partagée et enrichie par chacun des acteurs, par le savoir-faire de chacun. Tout en gardant des échanges sécurisés. On a parlé de gouvernance. On va s'assurer que l'acteur qui récupère la donnée pour y apporter un traitement, il est bien autorisé à le faire, qu'il est bien autorisé à le faire pour l'usage qui arrive derrière, que l'agriculteur est d'accord avec tout ça, bien sûr, l'entité qui a, par son activité, généré la donnée. Donc dans notre cycle ici, ça va être l'exploitation agricole. Tout ça en s'assurant de l'identité de chacun des acteurs qui a collecté la donnée et donc va la partager, qui va la récupérer et qui est l'acteur à l'origine des données, ici l'exploitation agricole. Donc, on a parlé d'identité, on a parlé de gouvernance, gérer qui a le droit de faire quoi. Et après, l'échange dans toute sa dimension technique, via des API notamment, juridiques aussi. Quelles sont les licences qui vont encadrer ces partages de données. Et après, toute une dimension aussi de communication, j'ai envie de dire. Comment on décrit une donnée? C'est un concept assez abstrait quand même. Comment est-ce qu'on décrit ça? Comment est-ce qu'on on contacte la filière pour lui dire, regardez, j'ai ce jeu de données qui est à disposition, ça peut vous intéresser. Ou inversement, la position de consommateur, c'est je suis intéressée, j'aurais besoin de données pour alimenter mon modèle maladie, où est-ce que je peux le trouver? Donc là, on a un système de catalogue qui va permettre de présenter tout ça, de structurer ça et de
décrire de façon assez claire qu'est-ce qui se cache derrière ce bout de code informatique. Donc, si on résume dans un premier temps, donc vous avez joué un rôle de collecte, parce que chaque, on va dire, utilisateur final, donc qu'il soit professionnel, enfin utilisateur professionnel ou une institution ne pourrait pas réaliser, hein, il ne pourrait pas aller lui-même chercher ces données directement auprès des agriculteurs. Enfin, ça serait fastidieux, hein, et compliqué. Alors, petite précision, justement, c'est un acteur bien précis qui va collecter la donnée et nous, on va le mettre en relation avec celui qui en a besoin pour un traitement particulier. On ne collecte pas les données nous-mêmes. On met en relation les acteurs avec les différentes, le cadre qui va bien pour que ce soit fait dans les règles de l'art. On peut comparer ça un petit peu à des, on va dire très vulgairement, hein, des tuyaux et nous, on va s'occuper d'ouvrir les vannes ou de les fermer si la donnée ne doit pas circuler. D'accord. Oui, vous allez mettre en relation, mettre les données à disposition et pouvoir assurer cette mise en relation entre ceux qui disposent, qui ont collecté les données, qui disposent de ces données, et ceux qui ont besoin de les exploiter. On est d'accord. Voilà. Ok. Du coup, pour développer un petit peu ça, ça reprend ce que j'ai dit un peu différemment, hein. On va sécuriser les données grâce à une identité numérique de chacun des acteurs pour sécuriser quel est le partenaire qui vient y accéder ou qui veut le partager. On va favoriser les échanges avec le catalogue qui décrit les jeux de données, avec des API qui permettent à l'écosystème de venir se brancher à l'acteur qui les intéresse, On rappelle, excusez-moi, on Oui. rappelle juste ce que c'est qu'une API pour tous ceux qui ne sont pas au cœur du sujet. Donc, une API, c'est une Application Programme Interface. Donc, c'est le terme interface est important. C'est vraiment une prise où chacun peut venir se brancher pour soit diffuser des données, soit venir récupérer des données derrière. Donc, c'est une prise relativement standard où si l'acteur qui émet les données change quelque chose, ça ne va pas impacter la prise. Celui qui est derrière n'aura pas à redévelopper des choses. Et inversement, celui qui consomme les données, s'il change des choses, celui de l'autre côté n'est pas impacté. L'objectif étant que on n'ait pas à refaire le travail dès qu'il y a une virgule qui bouge d'un côté ou de l'autre. Donc, on va interfacer, connecter les différents acteurs. Et après, il y a la notion de valorisation qui va être importante. On homogénéise les transactions et on peut comme ça en faire de plus en plus pour voilà, toujours pareil, apporter cette valeur ajoutée en faisant circuler la donnée chez des acteurs qui ont des compétences variées et complémentaires. Il y a une possibilité de monétiser les jeux de données pour les acteurs qui les émettent. Et on va faire ce qu'on appelle la notarisation des échanges, c'est-à-dire on va bien tracer qui fait quoi, qui est habilité à faire quoi, pour que ce soit fait de façon extrêmement sécurisée, avec une visibilité pour chacun de ce qui est fait avec les données qu'il a générées. Donc, ça veut dire que du côté de celui qui émet les données, et notamment de l'agriculteur, il y a une garantie de la manière dont seront exploitées ces données. Tout à fait. D'un autre côté, sur on va dire, l'utilisateur de ces données, il s'engage
à les utiliser dans un cadre qui a été justement défini à l'avance et dont vous êtes garant, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est tout à fait là le rôle d'intermédiaire de données qu'on a évoqué tout à l'heure. Ben, je peux peut-être contextualiser un peu cette notion d'intermédiation de données. C'est un concept qui est apparu notamment avec un texte européen qui a été publié dans les dernières années, qui est travaillé depuis quelques années à l'échelle de l'Europe. Ça s'appelle le Data Act. Euh, donc là, l'objectif pour l'Europe, hein, c'est de se doter d'outils pour aller concurrencer les GAFAM du côté américain, les géants du numérique. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Apple et Microsoft. Microsoft. Voilà, c'est un peu l'acronyme pour désigner tous ces mastodontes du web qui aujourd'hui gèrent beaucoup d'aspects de nos vies à tous. On a tous un téléphone, soit Google, soit Apple. Donc on est voilà, ces géants savent un peu tout ce qui se passe chez nous et l'Europe souhaite récupérer un petit peu de souveraineté sur cette notion du numérique. Euh, on a de l'autre côté, côté asiatique, des géants qui émergent aussi. On entend beaucoup parler de TikTok. Voilà, les réseaux sociaux sont très puissants là-dessus. Et donc l'Europe, avec ce texte du Data Act et des textes qui en découlent, le Data Governance Act notamment, pour le Data Governance Act, le DGA va encadrer, vraiment réguler comment est-ce qu'on échange les données et qu'est-ce qu'on met comme outil derrière pour encadrer ça tout en aidant à la circulation, toujours dans cette notion d'apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc le DGA a formalisé le principe de l'intermédiaire de données. Qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un rôle qui est très, très précis. L'intermédiaire de données, ça doit être un acteur neutre, tiers de confiance, qui propose les outils pour voilà, faire tout ça, sécuriser, notariser les échanges, tout en facilitant du point de vue technique la connexion entre les acteurs. On peut comparer un petit peu ce Data Act au RGPD côté données personnelles. On peut faire un peu le parallèle. Oui, c'est la philosophie du texte, hein. Vous voyez certainement quel est le principe de RGPD, de demander à l'utilisateur d'un site web s'il est bien d'accord pour qu'on collecte des données sur son utilisation de ce site web en ce qui concerne les données personnelles. Donc le DGA vient réguler par le même principe ce que fait un acteur et les données non personnelles qui sont collectées. Donc là, on rentre en plein dedans. L'agriculteur, toutes les données qu'il a générées par son activité professionnelle sont ces données non personnelles. Donc ça couvre un champ très vaste. Et nous, avec Data Hub, on va vraiment intervenir. On va proposer les outils qu'il faut pour voilà, clarifier ces échanges de données concernant les données non personnelles de l'exploitant agricole, de son exploitation en fait, de l'entreprise. Voilà. Ok, donc peut-être parler donc justement de votre plateforme, comment ça se matérialise ce service ou ces services même que vous proposez. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a deux outils qu'on a aperçus dans le cycle de la donnée. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. On a parlé de côté API Agro du catalogue de données, des outils pour mettre en relation l'écosystème, donc description de chacun des acteurs,
On vérifie l'identité de ces partenaires. Sécurisation des transactions via des contrats qui encadrent les échanges. Et voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous aurez les slides pour revenir dessus. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Côté AgriTrust, donc là, on se rapproche un petit peu plus de l'exploitant agricole, puisque ce n'est pas l'exploitant qui va gérer des API, hein, chacun son métier. L'exploitant agricole, il va intervenir quand on va avoir besoin d'échanger des données qui viennent de chez lui. On va venir lui demander son autorisation. Là, je refais le parallèle avec la RGPD. Donc l'AgriTrust, ça va permettre on va donner à l'agriculteur des outils pour gérer ça de la façon la plus simple possible, la plus efficace possible, tout en garantissant la sécurité qu'il faut derrière. Donc notamment une application mobile une technologie qui va permettre de sécuriser ces données personnelles, là pour le coup, puisqu'on va avoir besoin de s'assurer de son identité. Et cette application mobile va lui permettre de valider ce qu'on appelle les consentements. Donc c'est la notarisation de son accord pour que l'échange de données se fasse entre tel et tel acteur pour un usage bien précis. Ensuite, là, on reprend les principales fonctionnalités, hein. Donc, on a parlé du portefeuille numérique de l'exploitant agricole. C'est cette fameuse application AgriTrust qui va lui permettre de donner ses consentements. Le catalogue de données, donc là, on est côté API Agro pour les partenaires de l'exploitation, hein, soit ceux qui collectent, soit ceux qui consomment les données. Ce catalogue va permettre de les mettre en relation. Et l'idée, hein, c'est d'alimenter de diffuser ces données de façon sécurisée et simple pour toujours pareil, alimenter des nouveaux services et aider chacun des acteurs du monde agricole, en ce qui nous concerne. Voilà un petit peu les outils que propose AgDataHub dans ce but des échanges de données agricoles. On a parlé là des échanges de données. Est-ce qu'on a des échanges financiers là derrière? Est-ce que effectivement ces données, elles sont monétisées et au bénéfice de qui dans ce cas-là? Oui, alors la plateforme permet en effet de monétiser certaines offres de données. Donc on a par exemple, pour illustrer ça, un institut technique qui diffuse des jeux de données issus de ses recherches et qui monétise ces informations, comme elles pouvaient être auparavant monétisées via d'autres moyens de diffusion que des API, hein. Donc là, ils ont publié une offre de données décrivant le contenu et le lien vers l'API. Et quand un consommateur de données vient se connecter à l'API et récupère les données, il y a un petit compteur qui est inclus dans la plateforme et qui vient et qui permet de générer la facture en fonction de la consommation des données. Et donc vous Donc c'est jouez là ça. aussi le rôle d'intermédiaire financier entre du coup les producteurs de données et les utilisateurs? Tout à fait. Ce système de compteur est intégré à la plateforme, sachant que on ne prend pas de commission quand une offre de données est payante. Les acteurs s'abonnent pour accéder à la plateforme, mais il n'y a pas de surplus une fois qu'ils derrière, quand ils consomment ou quand ils partagent une offre de données. C'est un abonnement fixe. Et c'est votre modèle économique au niveau d'AgDataHub qui repose sur les abonnements. Donc, Tout à fait. Et pour AgriTrust, c'est le même principe. C'est un abonnement pour le collecteur ou le consommateur de données. En revanche, pour l'agriculteur, c'est un service qui est gratuit.
D'accord. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que bien sûr, cette notion du consentement est compatible avec la plateforme. La plateforme met en relation les acteurs. On a connecté tout le monde avec, je reviens à l'analogie avec les tuyaux. Le consentement, AgriTrust va jouer le rôle de la vanne qui s'ouvre si le consentement a été donné par l'agriculteur, mais qui reste fermé s'il n'y a pas de consentement. Et je vous ferai une démo du fonctionnement juste après. On verra un petit peu plus concrètement comment ça se passe. Donc là, je vous propose de regarder rapidement la gouvernance de l'entreprise. Parce que ce rôle d'intermédiaire de données nécessite, donc on l'a dit, une neutralité quant aux échanges de données qui sont encadrés. Donc AgDataHub est présent dans différents écosystèmes de partage et d'échange sur toutes ces notions de numérique notamment. Et les acteurs qui sont au conseil d'administration de AgDataHub, qui est une société privée. Donc là, vous voyez les logos des principaux. Donc du monde agricole, la Banque des territoires qui représente la Caisse des dépôts et donc le secteur public. Et IN Group, je reviendrai sur eux pour l'identité, parce que IN Group, c'est l'imprimerie nationale qui imprime nos cartes d'identité à tous les Français. Donc c'est vraiment l'acteur incontournable de l'identité en France. C'est pour ça qu'ils sont présents à notre conseil d'administration. Et ensuite, là, vous voyez API Agro, c'est une holding qui représente 30 associés représentatifs du monde agricole. Donc aussi bien les éditeurs de logiciels, les champs d'agriculture, les instituts techniques. Donc on a vraiment tout un panel d'acteurs très diversifiés qui sont aux manettes de AgDataHub. Donc tout ça, ça se fait aussi dans un cadre, là on parle d'un périmètre, on va dire, franco-français, mais tout ça s'inscrit aussi dans une dimension plus large, on va dire, qui est européenne, aussi bien sur, on va dire, la validité et la sécurisation des données que sur l'exploitation des données également. Tout à fait. Donc, dans le cadre européen, en effet, j'ai parlé du règlement européen, le Data Act et le Data Governance Act. Il y a aussi de nombreuses initiatives autour de l'intermédiation de données avec des écosystèmes pour se mettre d'accord à l'échelle européenne sur comment est-ce qu'on met en place ces outils pour être sûr qu'ensuite, ça puisse être interopérable. AgDataHub, pour l'instant, on est à l'échelle française, mais s'il y a d'autres acteurs similaires il y a d'autres acteurs similaires qui se mettent en place dans d'autres pays, il faut qu'on puisse, à terme, permettre des échanges entre les uns et les autres. On travaille aussi avec GaiaX, qui est un écosystème à l'échelle européenne qui travaille notamment sur la standardisation des identités, par exemple, pour être sûr qu'une fois qu'on a identifié un agriculteur en France, ou un acteur de façon plus large en France, on puisse montrer ses preuves d'identité à des voisins européens. Donc voilà, ça peut paraître un peu loin, mais l'objectif est bien de garder une cohérence, toujours dans cet esprit de souveraineté numérique de l'Europe, puisqu'on parle de sujets extrêmement cruciaux. L'agriculture,
On l'a vu avec les chaos ces dernières années, les événements qui ont un peu perturbé la logistique à l'échelle mondiale. On a vu que c'était extrêmement important d'avoir une agriculture souveraine. Et le numérique permet ça. Alors, Jean-Luc, vous avez coupé le micro, ouais. Oui, pardon, je savais pas vu que j'avais coupé. Oui, quand on va, il y a le côté effectivement agriculture souveraine, c'est ce qu'on entend depuis quelques semaines sur effectivement sur le côté production, mais ça veut dire effectivement l'exploitation économique et même dans une presque logique de guerre économique qui pourrait être faite à partir de ces données, à partir de la captation de ces données pour des personnes qui auraient on va dire mal intentionnées, si on peut Tout à dire fait. comme ça. Mais je peux illustrer ça avec un petit cas très représentatif de ce qui peut se passer et de ce qui s'est passé auparavant. Des machines agricoles qui embarquaient des capteurs, notamment de rendement. On s'est rendu compte que les données partaient chez le constructeur américain, je ne dirais pas de nom, et qui revendait ces informations de rendement à des compagnies de trading. Donc, des traders américains étaient au courant de la récolte, du rendement de la récolte française avant même les agriculteurs eux-mêmes et le gouvernement. Donc, c'était forcément à notre désavantage. Voilà une petite illustration de Ouais. l'importance de cette maîtrise des données. Ça peut paraître un peu loin et parfois futile, mais c'est hyper important. Ok. Parfait. Je ne sais pas où on en est du temps. Il est déjà 11h45. Je vous propose de passer sans plus attendre à une petite démonstration pour voir concrètement à l'échelle de l'agriculteur comment ça se passe, toutes ces notions de consentement et d'échange de données. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, c'est celui-là que je veux vous montrer. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration avec des outils de démo, bien sûr. Je ne partagerai pas de vraies données aujourd'hui. Je n'ai pas eu le consentement. Donc, c'est des données fictives dans un environnement dédié aux démonstrations. Mais ça illustre un cas très concret qui peut arriver. Donc, ne vous attachez pas à ce qui est écrit sur cette fenêtre. Imaginez qu'on soit dans l'intranet d'une coopérative qui a développé un nouvel outil pour ses adhérents de calcul de score carbone. Donc, l'agriculteur, non, l'agricultrice, l'agricultrice, ça va être Béatrice dans ma démo, se connecte à son compte, à son compte extranet de la coopérative, et elle voit ce nouvel outil de calcul de score carbone. Elle regarde, il n'y a pas de données qui remontent. Vous voyez, c'est blanc parce qu'elle n'a pas encore souscrit. Donc, si elle demande à son conseiller un peu plus d'informations sur cet outil, il va lui dire, bah oui, pas de souci. On peut te connecter à ton éditeur de logiciel de suivi d'itinéraire technique. Tu es chez qui? Chez Mes Parcelles. D'accord. Bah, écoute, je vais te présenter une demande de consentement et dès que c'est bon, tout sera connecté de façon automatique. Donc, le technicien lui envoie un QR code qui représente en fait cette fameuse demande de consentement.
puisque pour l'instant, la vanne est fermée. L'objectif, c'est de l'ouvrir. Béatrice, ça l'intéresse d'avoir cet outil de calcul de score carbone. Donc, Béatrice va prendre son téléphone mobile. Donc, normalement, vous allez voir ça à droite si je partage mon écran. Donc, je mets le QR code. Je mets le QR code à gauche. Et on va voir le téléphone de Béatrice. Ouais, décidément, il ne veut pas. Le QR code s'échappe. Donc, le QR code est à gauche. Le téléphone de Béatrice est à droite. Et donc, sur mon téléphone, vous voyez que j'ai une application qui s'appelle AgriTrust Rec. C'est l'appli de démo. Donc, je vais l'ouvrir. Et dedans, vous voyez que j'ai deux certificats d'identité. Donc, celui qui est en haut représente mon identité de personne physique. Donc, je suis Béatrice Lacouture et mon nom de naissance, c'est Dutoya. Donc là, on retrouve des informations relativement précises sur mon identité en tant que personne physique. Je ferai un petit aparté tout à l'heure sur comment est-ce qu'on récupère ces informations. Ensuite, vous voyez que le deuxième certificat, c'est le certificat de l'exploitation de la personne morale. Et on voit donc le nom de l'exploitation, son numéro de tirette, et vous voyez qu'il y a la notion du rôle que j'occupe au sein de cette exploitation. Donc là, on voit que je suis gérante de l'exploitation. Autrement dit, je suis bien habilitée à m'exprimer au nom de cette exploitation et donner des consentements, par exemple. Donc, toujours en tant que Béatrice, je vais prendre mon application. Vous voyez qu'il y a une fonctionnalité de scan en bas. Et je vais venir scanner mon QR code. Hop. Donc là, vous voyez qu'on me demande l'empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone, un peu comme les applis bancaires. Hein. Quand on vous demande de valider un virement, il faut montrer patte blanche. Donc là, j'ai déverrouillé mon téléphone et je vois le contenu de cette fameuse demande de consentement. Donc, je vois que ma coop souhaite obtenir les données de Chambre d'agriculture. Pourquoi Chambre d'agriculture? C'est l'éditeur du logiciel Mes Parcelles. Donc, on retrouve les sirettes de la coopérative qui sera bénéficiaire des données. Je retrouve la famille des données qui vont être échangées. Donc là, c'est uniquement la liste des parcelles et les interventions que j'ai saisies dans le service Mes Parcelles. L'usage, c'est limité au calcul du score carbone. Et j'ai de nouveau le fournisseur de données et vous voyez qu'il y a des dates de validité. Donc la validité, c'est du 28 mars au 29 mars. C'est juste pour un jour. Donc là, on retrouve exactement ce qui a été saisi pour générer le QR code. On est bien d'accord que tout le monde a la même information. On est sur la même page et moi, en tant qu'agricultrice, je sais ce que je valide. Donc, je donne l'accès aux données pour un jour. Donc, jusque-là, tout me va. Je confirme. Et là, le consentement est en train d'être enregistré et l'échange va pouvoir être validé. L'échange de données va pouvoir être validé. Donc, j'ai bien accepté l'échange. Je vais aller voir dans l'historique. Bon, il est bien là. Parfait. Je retrouve toutes mes informations. Très bien. Donc maintenant, si je retourne sur mon extranet, calcul du score carbone, je rafraîchis mon écran. On est d'accord que c'est bien calcul du score carbone. Je suis bien la société agricole de la Chalosse. Il faut que je change. Voilà, ça charge. Et donc là, vous voyez que maintenant, j'ai toutes les parcelles qui remontent. Je n'ai pas besoin de ressaisir toutes les informations qui étaient déjà dans mes parcelles. Tout est remonté de façon automatisée et je vais pouvoir obtenir mon score carbone
dans l'intranet de la coopérative via les outils qu'elle me propose. Donc là, vous voyez que ça a pris quelques minutes pour valider un consentement en scannant un QR code et des données qui existaient déjà auparavant sont récupérées, alimentent un nouveau service et je n'ai pas besoin de les ressaisir. Là, l'objectif, c'est vraiment de faciliter le partage des données pour avoir derrière un service qui m'apporte vraiment en tant qu'exploitante agricole. Donc là, c'est des données de démo, je ne m'attarde pas, hein, c'est juste pour vous montrer que sans consentement, ça ne passe pas, avec, c'est bon, ça circule. Donc ça permet d'illustrer un petit peu un exemple de ce qui pourrait se passer pour un agriculteur ou une agricultrice. Voilà, sachant que je peux aller révoquer ce consentement le jour où je ne souhaite plus que cet échange ait lieu. Voilà, je retrouve la maîtrise sur les données que génère mon activité professionnelle en tant qu'agriculteur. Ok. Je passe à la suite pour qu'il y ait qu'il nous reste quelques minutes de questions. Donc là, on a fait les démos. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur cette fameuse identité numérique agricole, ce que j'avais dans mon application mobile, les 2 certificats. Donc ces 2 certificats, on les a pas trouvés, ils sont pas issus de nulle part. On a développé l'application mobile avec IN Group et Orange Business, qui sont des experts de l'identité pour IN Group. Orange Business, c'est sur la partie numérique. Et on a choisi de faire une application mobile, parce que c'est une technologie qui nous permet d'avoir une sorte de boîte noire. L'agriculteur range ses certificats dedans et personne ne peut y accéder sans son autorisation. On parle vraiment les certificats sont littéralement et uniquement sur le téléphone mobile. Il n'y a pas d'informations d'identité qui circulent sans son accord. Ces informations sont récupérées tout simplement. L'exploitation pour initialiser l'appli va se connecter avec ses identifiants France Connect. Le reste est automatique. On va aller regarder dans le registre national des entreprises si cette personne est bien gérante d'une exploitation. Et si c'est le cas, on récupère les deux, l'identité de la personne physique et l'identité de la personne morale, et surtout le rôle que la personne exerce au sein de l'entreprise, et on met ça dans le téléphone mobile de l'exploitant. Donc ça, c'est pour vous illustrer que toujours cette notion de sécurité et d'identification de chacun des acteurs. Pour les éditeurs, pour la coopérative, pour mes parcelles ou autres qui vont échanger les données, c'est pareil, on a un processus de vérification de l'identité qui vont nous permettre voilà, que ces consentements aient une solidité quand même aussi bien sur l'aspect technologique avec les développements qui ont été faits, mais aussi sur l'aspect, on va dire, régalien, l'importance de l'identité des personnes. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Vous aurez aussi mon contact s'il y a besoin d'apporter des compléments d'information, bien sûr. On vous transmettra bien évidemment l'intégralité de la présentation de Laurie, que vous retrouviez tous ces éléments-là. Moi, j'ai une question peut-être illustrée. On a vu une illustration et merci pour la démonstration. Hein, c'est toujours intéressant justement de palper un petit peu plus les choses. Quelques exemples peut-être, Laurie, à nous donner de côté exploitation. Alors peut-être à l'échelle d'une filière ou d'un industriel, quels sont les types de données qui peuvent être exploitées effectivement et avec des cas d'usage, disons, un petit peu qui en seraient faits. Oui, ben là j'ai donné un exemple pour les productions végétales avec
question de traçabilité pour une filière. On peut avoir aussi un autre exemple avec dans l'élevage, avec les données de robots de traite qui sont communiquées automatiquement au laboratoire d'analyse, par exemple. Il peut y avoir après des questions la traçabilité au sein d'une filière est toujours très intéressante. On aime bien travailler des cas d'usage comme ça, transverses, parce que ça permet de faire communiquer les acteurs. Il y a souvent besoin de récupérer des informations qui étaient auparavant ressaisies à la main avec tout le temps que ça nécessite et puis le risque d'erreur de saisie que ça implique. Donc ça, c'est toujours très intéressant. On va avoir aussi j'ai pu l'évoquer brièvement, hein, mais des capteurs connectés météo par exemple, qui circulent pour aller alimenter des modèles. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est le genre de cas d'usage qu'on va avoir qui peuvent concerner un agriculteur. Donc là, l'objectif étant toujours à la fin d'avoir un service pour l'agriculteur. On boucle la boucle. On peut imaginer qu'il y a une exploitation qui comme vous le présentiez au début dans le cycle de la donnée, avec des données qui ne retournent pas vers l'agriculteur, mais qui soient, par exemple, plus pour développer, genre, je sais pas, de nouveaux services, de nouveaux Oui, produits, donc qui soient ou qui soit à destination du consommateur. Vous tout à fait, oui. vous évoquiez aussi le consommateur, je crois, c'est Oui. dans une logique de traçabilité pour le consommateur. Oui, tout à fait. On peut avoir des notions de charte qualité, de réponse à des normes qui aujourd'hui sont des dossiers saisis plus ou moins à la main. Là, on va automatiser la remontée d'informations et souvent ces chartes se traduisent en bonus pour l'agriculteur, en bonus financier sur le paiement par le fournisseur. Donc là, il y a un sacré intérêt aussi de ne pas avoir à y consacrer trop de temps et d'être rémunéré vraiment pour la qualité de la récolte et pas que pour de la ressaisie de données avec une valeur ajoutée limitée quand même. D'accord, merci. On va se tourner vers nos participants, effectivement. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des compléments d'infos qui que vous souhaitez Moi, relier à j'avais vous? une question. Si on reprend le cas test de Béatrice qui, du coup, a la validité pour un jour de consulter sur la plateforme le traitement de ces données pour les crédits carbone. Est-ce que, en tant que, elle le visualise, mais est-ce qu'elle peut l'extraire? Est-ce qu'elle peut extraire ce qui est passé dans la moulinette, en fait, voilà, le résultat du process que la coopérative a mis en place pour ses crédits carbone. Parce qu'après, Alors là, j'imagine que, pardon, le lendemain, c'est fini, il n'y a oui, plus de connexion qui se fait, quoi. tout à fait. Voilà. Mais là, pour le cas du calcul des crédits carbone, c'est un jour parce que c'est un calcul qui est fait une fois sur la base des données de l'année passée. Ça peut arriver. Donc, il n'y a pas besoin d'ouvrir la vanne plus que ça. On récupère les données, on fait le calcul et c'est bon, c'est terminé. Après, on va avoir des exemples où c'est une autorisation qui dure pendant un an parce que tous les jours, il y a besoin de mettre à jour les données et de déclencher le flux. Donc ça, c'est pour expliquer le un jour. Après, sur comment ça se passe derrière au niveau du service qui est fourni par la coopérative, ben, ça va dépendre de la coopérative en fait. Là, Ok. Agdatum, notre rôle se limite à l'échange de données. Après, ce qui est fait par la coopérative et tout ce qu'elle met autour de ce service, ça va dépendre de ses choix, des possibilités de l'extranet, par exemple. Aussi. Ok. Merci. Donc,
C'est vrai que là, il y a pas mal d'acteurs qui se suivent et chacun va avoir va pouvoir mettre sa petite touche à chaque fois. Vous parliez tout à l'heure, Laurie, de transversalité ou d'échange de données entre différents acteurs hein, sur la partie usage, exploitation des données. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il y a un risque que ces données, à un moment donné, quelqu'un qui les aura exploitées puisse les transmettre à quelqu'un d'autre et du coup on va dire que le parcours de la donnée ne soit plus maîtrisé? Ou est-ce qu'on a, à travers vos services, des garanties d'usage et qu'il n'y aura que celui qui a souscrit effectivement au service qui en aura l'exploitation? Alors, techniquement, oui, il peut. Et il peut faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Après, d'un point de vue légal, il n'a pas le droit de le faire. Le texte du DGA, notamment, l'en empêche. Et nous, notre rôle, ça va être de notariser qui a le droit de faire quoi. Et donc, on pourra revenir sur ce consentement qui a été validé par Béatrice, qui est enregistré de façon cryptée et sécurisée, de sorte à ce qu'il ait un poids juridique. Hein, c'est une information qui est suffisamment solide pour pouvoir l'utiliser et montrer la preuve qu'il y avait le droit de faire ça, mais pas ça. Donc, on pourra utiliser ces outils pour montrer que le partenaire mal intentionné a fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Et là, encore une fois, on fait le parallèle avec le RGPD. Hein. Une fois que vous avez dit que vous ne vouliez pas qu'on collecte des cookies, concrètement, vous savez pas ce qui s'est passé en vrai chez le partenaire. Mais après, chaque entreprise est soumise à des audits pour montrer que les données personnelles sont bien effacées au bout de tant de temps. Donc là, les process vont être mis en place pour mettre en œuvre ce contrôle. Ouais. D'accord. En France, pour information, c'est l'ARCEP qui va être chargé de ce contrôle. C'est un organisme public hein, qui va être habilité à faire ce genre de contrôle. Et voilà, nous, on sera là en support pour fournir les preuves de ce qui était autorisé et ce qui n'était pas. OK. J'aurais peut-être une question. Donc, à première vue, ça peut être inquiétant pour nous, organismes de formation ou financeurs de formation, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se font automatiquement, les données sont transmises. L'agriculteur n'a plus à apprendre à faire son score carbone. Il est tout de suite, le calcul est tout de suite fait. On peut penser que ce sera pareil pour les coûts de production. Donc, je me dis, on n'a plus besoin de former les agriculteurs sur ces questions-là. Voilà. Est-ce que ça ne dessaisit pas un peu l'agriculteur de certaines choses? Et puis, de manière générale, est-ce que par rapport à ça, vous voyez un changement dans le métier d'agriculteur? Est-ce que vous avez déjà identifié des compétences nouvelles hein, qui seraient nécessaires pour chaque exploitant agricole pour utiliser ça ou face à cette évolution de l'évolution par rapport aux données, par rapport à cette digitalisation de l'agriculture? Alors, sur la partie formation, je ne pense pas que ça remplace une formation. Là, on remplace juste la ressaisie d'informations qui existaient déjà au préalable, geste qui n'a aucune valeur ajoutée. Mais la formation sera nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe autour. Là, on parle vraiment d'enlever une épine du pied qui n'a pas lieu d'être, de ressaisie d'informations qui sont déjà ailleurs, en fait. On automatise vraiment ce transfert de données préexistantes. Après, s'il y a besoin d'une compétence pour faire autre chose que de la ressaisie d'informations, là, la formation a toute sa pertinence.
Je suis pas sûre que vous fassiez des formations pour ressaisir des données qui ont déjà été saisies ailleurs. Normalement, non. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'il y a peu de... Enfin, il y a de l'intérêt pour personne. Non, mais par exemple, bon, moi, mes parcelles, je ne connais pas trop, mais les coûts de production, donc, est-ce que ça se fait d'ailleurs? Est-ce qu'on peut recalculer les coûts de production? Certainement que si, parce que vous avez les données des COP. À partir du moment où une donnée est préexistante, on fournit l'outil pour la transférer à un autre organisme. Donc, tous les cas d'usage, après, les cas d'usage sont infinis. Je vous en ai donné quelques exemples, mais c'est une infime partie et on peut tout imaginer. Ouais. Mais l'agriculteur a quand même besoin de connaître les paramètres qui sont utiles pour obtenir le résultat. Absolument. Voilà. Donc ça, il faut que ça ne remplace pas les compétences. Ouais. Ouais, voilà. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question, il y aura peut-être une demande des agriculteurs d'avoir ce genre de formation qui ressemble à celle qu'on fait aujourd'hui, ou en tout cas d'acculturation sur ces notions d'échange de données et des outils qu'ils peuvent avoir à leur disposition pour maîtriser ça un peu mieux. Oui, on peut imaginer aussi que c'est pas parce qu'il est, d'un côté, il peut très bien être producteur de données, que ces données rentrent dans le cycle que vous évoquiez, que vous nous avez montré tout à l'heure. Mais encore faut-il, si on veut qu'il tire bénéfice effectivement de ces données qu'il produit, c'est-à-dire qu'il soit en capacité de les exploiter lui-même. C'est-à-dire qu'au-delà de la collecte de la donnée, c'est comment je suis capable d'interpréter ces données et d'agir, de prendre des décisions, d'où ce que vous évoquiez, des outils d'aide à la décision quand ils existent. Et les outils d'aide à la décision ne veulent pas dire, ça c'est Les valable outils de pour décision, oui. Voilà, A ça est ne veut pas dire important. prendre la décision. Voilà, c'est valable pour le secteur agricole comme pour plein de sujets. On a un gros sujet depuis un an qui est effectivement l'utilisation des intelligences artificielles génératives qui peuvent donner l'impression qu'on n'a plus besoin de réfléchir parce que l'IAG, donc intelligence artificielle générative, nous produit directement du résultat. Et encore faut-il qu'on ait la capacité à apprécier la pertinence de ce qui est proposé, si c'est juste, et si effectivement, si ça nous donne une préconisation, est-ce que cette préconisation, on est prêt à la mettre en œuvre? Et donc, c'est là que la compétence intervient. On est d'accord. Ouais, il y a un exemple assez parlant si vous demandez à ChatGPT la recette d'omelette aux œufs de vache, il va vous donner la recette. Voilà. Ça a l'air bon, hein, mais j'ai pas il y a la testé. compétence pour rester autonome dans la gestion de l'entreprise agricole, mais il y a aussi savoir valoriser, enfin, vous en avez un petit peu parlé, savoir valoriser ces données auprès de la filière. On fournit l'agriculteur va fournir des données de traçabilité, mais à un moment, il doit prendre conscience que ces données doivent être valorisées. Oui, oui. Et après, il y a toute ça peut se faire en formation. Il y a toute la notion de OK, j'ai ces données, j'ai ces OAD et comment je m'améliore. C'est ça qui est intéressant aussi derrière. À partir de cette photo à un instant T, comment je fais pour gérer mon entreprise, ma rotation, mon assolement, ma commercialisation. Le métier d'agriculteur contient énormément de facettes, donc c'est pour faciliter ce métier, la plupart de ces outils. Et donc, c'est on va dire un retour sur investissement ou un retour du moins par rapport au fait que je mets à disposition mes propres données en tant qu'agriculteur. Donc, j'en retire moi-même un bénéfice sur les décisions que je peux être amené à prendre et sur l'amélioration de mon exploitation. Et est-ce qu'on a, alors peut-être que c'est un point que j'ai mal saisi tout à l'heure quand on a évoqué les modèles économiques en l'occurrence, et notamment des échanges financiers. Est-ce qu'il y a des retours financiers qui vont jusqu'à l'agriculteur lui-même?
Ou est-ce que c'est plutôt au niveau de celui qui collecte qu'il peut y avoir effectivement des échanges financiers? Ça va dépendre en effet du service qui est proposé à l'agriculteur en retour. Là, par exemple, pour mon exemple du carbone, bon, ben, le service qui est fourni, enfin le retour qui est fourni à l'agriculteur, ben, ça va être cette information du calcul carbone et puis le fait qu'il n'ait pas eu à ressaisir ces données. On peut imaginer des retours financiers, mais là, ça va dépendre de chacun des acteurs Oui, qui soit a émis les données, soit qui les a récupérées avec d'accord, l'accord de l'agriculteur. d'accord. Mais malgré tout, le bénéfice, celui que vous évoquiez juste avant, le bénéfice, je trouve que c'est très intéressant de faire la comparaison avec nos données, nous, à titre personnel, finalement, qu'on met à disposition de sites Internet ou d'autres acteurs, on va dire entreprises industrielles ou autres, où finalement, en tant qu'individu, on n'en récupère pas forcément les bénéfices, alors que là, on voit bien qu'il y a quand même une forme de retour sur en contrepartie, une forme de contrepartie à la fourniture des données de mon exploitation, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou question à Laurie? Sinon, eh bien, on clôturera ce troisième webinaire sur culture numérique. Très Très bien. bien, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Laurie. pour la présentation. C'est de cette présentation, de toutes ces explications. Merci à vous tous pour votre participation là, ce matin. Et puis, bon, on se dit à bientôt pour un prochain webinaire dans ce cas-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à tous.